Vous êtes toujours sur Radio Soupant, la station des Rapins, 100 fois 100 l'Ouest en Courbeck, l'émission à Racaille, qui va tout de suite se consacrer à sa partie artistique, qui va vous causer de la caricature communarde, évidemment pendant la commune, ni avant ni après, mais pendant. Ouais, principalement pendant, même s'il y a quelques caricatures qu'on pourra évoquer qui datent quand même antérieures à la commune, parce qu'effectivement le contexte était quand même important, avec l'effondrement de l'Empire, l'avancement des armées prussiennes, la proclamation de la République du 4 septembre. Donc c'était quand même un champ d'investigation pour tout ce journalisme satirique, hein. Et là, pour cette période, on va principalement s'appuyer sur le travail de Jean-Louis Robert, qui est président, je ne sais pas s'il y a encore, qui a été président, en tout cas qui était en 2012 ou 2013, des Amis de la Commune, et qui travaille dans l'histoire sociale, et donc qui a fait tout un travail de recherche sur ces caricatures pendant la Commune de Paris. Donc lui vraiment essaye de se concentrer sur la Commune jusqu'au 21 mai, sachant bien sûr que pendant la semaine sanglante, il n'y a pas eu de production de caricatures, Paris étant assiégé, étant dévasté, c'était impossible de faire paraître quoi que ce soit. Donc Jean-Louis Robert rappelle que effectivement c'est principalement par les caricatures que vont s'exprimer les images et les avis. La photo existe à cette époque-là, mais la photo n'est pas présente au quotidien, elle sera même d'ailleurs plutôt utilisée après. Et donc ce sont les dessinateurs qui travaillent, ils font des croquis, qu'ils retravaillent chez eux, et qu'ils sont légion à cette époque-là. Il en a recensé entre 80 et 100, et souvent ce sont des dessinateurs qui sont majoritairement engagés pour la commune, et qui publient dans des journaux de caricature, hein, comme Le Fils du Père Duchesne, qui lui représente la deuxième vente à Paris après Le Cri du Peuple. Le Cri du Peuple qui lui n'avait aucun dessin à l'intérieur. Il y a le Grelot, alors tous ces journaux sont des quotidiens ou des hebdomadaires, mais ils sont même bien plus nombreux que ça, et ils sont tirés à beaucoup d'exemplaires, et ils sont principalement diffusés dans la rue. La rue est vraiment le lieu où la presse est distribuée, et qu'il y a même des fois il y a 4000 publications qui sont parues même entre septembre 1870 et l'écrasement de la commune, et que certaines feuilles volantes ont pu atteindre un tirage record de 50 000 exemplaires, quoi. Et dans ces dessins, peu sont datés, sauf que quand on retrouve l'actualité dont ils parlent, en fait on arrive à les dater précisément, quoi. Donc il y a donc toutes ces feuilles quotidiennes, il y en a qui sont vendues quelques sous dans la rue, et donc Jean-Louis Robert, lui, s'est appuyé sur le travail de 150 caricatures pour faire un peu son exposé. Donc il a classé, il y a des caricatures qu'il appelle des caricatures de dénonciation, donc qui vont dénoncer les tyrans de l'époque, hein. Il y a des caricatures qui vont être pour la commune et qui sont plus mobilisatrices, et des caricatures où on met les deux clans face à face, quoi. Et dans les discours, dans les caricatures de dénonciation, c'est Thiers qui va être la figure centrale, qui va focaliser un petit peu tout le travail, et donc qui sera après opposé donc à la Marianne qui est souvent rouge. Et d'ailleurs une des premières caricatures qu'on peut voir, c'est justement le Fils du Père Duchesne, qui est daté du 6 Floréal de l'an 79. Donc on rappelle que les communards ont adopté beaucoup de choses de la Révolution française. D'ailleurs, le Fils du Père Duchesne rappelle le journal du Père Duchesne qui paraissait pendant la Révolution française, et donc ce calendrier révolutionnaire en prenant la date du 6 Floréal de l'an 79, donc qui est à 2 sous, c'est le numéro 2. Et là, effectivement, on voit Thiers qui est représenté comme un bébé. Bébé, lui, dit un crapaud parce qu'il est un peu difforme, avec des petits bras dans les bras de la Marianne. Et donc cette Marianne Jouffle, lui, voilà. Et donc ça date de juin 71. Après on a une autre Marianne aussi qui est, lui, elle, attaquée par des chiens monarchistes. Donc ça c'est dans l'Éclipse, la deuxième caricature. Et donc cette Marianne est caractérisée par ce bonnet phrygien rouge et une ceinture rouge, et on verra que donc il y a systématiquement du rouge du côté des communards, que ce soit le bonnet phrygien, ceinture, robe rouge, et donc elle est attaquée par des chiens monarchistes. Et un chien monarchiste. Voilà, il y a une fleur de lys. Il a une espèce de paletot avec des fleurs de lys. Voilà. Et les autres sont des chiens qui peuvent représenter effectivement
les ministres capitulaires et tout ça, les Versaillais, quoi, voilà. Il y a une espèce de dog, il y a des chiens qui semblent assez méchants, voilà. Ouais. Donc, parce qu'il faut dire aussi que le chien monarchiste, c'est un lévrier, et, bon, voilà. Les autres, ils sont plutôt rustaux, quoi. Et donc, l'ennemi de ces caricatures, c'est toujours Thiers. Donc, on va attaquer sa personnalité, son passé, son action politique contemporaine. Comme sur cette caricature, je crois que c'est la suivante qui est montrée, où il est rétameur, enfin, il fait des chaussures. Les cordonniers, voilà. Donc, il fait des chaussures pour la République, mais ces chaussures sont minuscules par rapport à la République. Donc, c'est pour empêcher cette République, justement, de marcher, quoi. Alors, je vais vous dire que Thiers, alors rétameur, restaurateur place, oui, enfin, pour ceux qui veulent changer leur vieille godasse, leur vieille botte contre des neuves, au plus juste prix. Oui, enfin, pour Marianne, il s'est arrangé pour lui faire des pieds qui lui permettront pas de bouger les orteils. Ouais, voilà. Comme après, la caricature suivante qui est présentée, c'est Thiers qui a un sourire béat, et là qui apporte un dessert, et donc ce dessert c'est une poire, et donc la poire, bien sûr, renvoie aux orléanistes avec, c'est Louis-Philippe, c'est ça qui... C'est Louis-Philippe ou Charles X, c'est pas Louis-Philippe probablement. Ouais. Donc c'est toutes ces caricatures, c'est Domé aussi qui faisait toutes ces caricatures avec des poires, je crois. Et donc voilà, c'est Thiers est représenté, donc là il est je crois qu'il est en coque, c'est sur scène là. Oui, en coque, avec des ergots géants. Voilà, il n'est pas très sympathique. Et puis, il a pas un sourire vraiment... c'est un sourire un peu dégueulasse. Quoi. Ouais, il fait un peu édenté. Tout ce qui évoque Thiers, c'est dégueulasse. Ouais, donc voilà. Et il l'appelle... non, c'est le dessert de Monsieur Thiers. Donc voilà, c'est le retour, la préparation de la restauration monarchiste avec donc cette poire, quoi. Ouais. Et... après, il y a l'escamoteur, donc Thiers est représenté en escamoteur, c'est-à-dire qu'il doit escamoter la République. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire voter les ruraux. Donc, les ruraux, on verra qu'il y a vraiment aussi cette opposition, enfin, ces ruraux qui soutiennent pas, qui ne soutiendront pas la commune, puisque souvent, on va retrouver aussi dans les grands propriétaires. Donc, les ruraux sont souvent assimilés à des soutiens de Thiers. Oui, la légende, c'est oui, messieurs. Pour escamoter la République, ce n'est pas plus difficile que ça. Il faut voyager, capituler, faire voter les ruraux, et le tour est fait. Voilà. Et derrière, on peut voir aussi des drapeaux, des tissus sur lesquels... Le 18 Brumaire, voilà. Etc., décembre 1851. C'est les dates des révolutions précédentes des Trois Glorieuses, quoi. Voilà. Après, on a un Thiers hypocrite aussi, dissimulateur, parce qu'on se rappelle que c'est l'exécuteur. Et là, ça fait référence directement à l'épisode de la rue Transnonain qui était antérieur, où là, toute une famille avait été exécutée justement par Thiers. Après, on voit Thiers qui est le premier roi des capitulaires. Voilà, roi des capitulaires sur le trône de la paix à tout prix. On voit aussi une caricature dans le grelot où on a Paris qui cuit dans son jus et qui dénonce l'alliance cachée entre Thiers et les Prussiens contre Paris, avec un accord pour faire revenir les prisonniers français qui viendront gonfler les rangs de l'armée versaillaise. Avec le diable qui plonge une casserole dans une espèce de marmite géante où il y a plein de petits bonshommes, etc., qui, je suppose, sont les communards, ou en tout cas ceux qui défendent une autre cause que celle du capitular Thiers. Voilà, avec un Prussien qui est bien campé, très costaud par rapport à Thiers. Voilà. Et puis qui sont en train de souffler sur le feu, sur les braises. C'est des espèces de diables, enfin de petits monstras. Ouais, c'est ça, un crabe. C'est dégueulasse. Ouais. Alors, ce qu'on pourra noter dans l'ensemble, quand on a vu après toutes les caricatures, c'est qu'il y a quand même une référence politique très forte, avec une connaissance très pointue de l'actualité. Parce que c'est important, en fait,
Et de même qu'il y a tout un vocabulaire, il y a toute une imagerie avec un vocabulaire particulier sur des références sur les bestiaires. Enfin, ces caricatures s'adressaient quand même à un public très averti. Oui, très averti, parce que la politique était très importante dans le peuple à cette époque-là. Voilà. Il faut dire qu'ils avaient aussi des références avec toutes ces publications. Et là, c'est un croquis révolutionnaire au pluriel, où on voit une Marianne, encore une fois, bien en chair, une belle plante avec une tunique rouge. Et en bas, il y a 4 petits rigolos, là, dont Napoléon Badinguet, le petit, Thiers, et puis Ferry, je pense, et puis un autre, un général ou un militaire, bref, trois espèces de... Ils sont intitulés, le dessin intitulé Trop petit au pluriel. Voilà, c'est ça. On insiste souvent sur... Pilotel. Ouais, on parlera de Pilotel tout à l'heure, on racontera un petit peu sa vie. Et on insiste souvent sur le fait qu'effectivement, Thiers est petit, il est vieux, il est faible, quoi. Donc, oui, on peut penser que petit, ça veut dire que c'est des moins que rien, quoi. Voilà, ça veut dire qu'ils ne sont pas importants dans la vie, quoi. Voilà. En avant, citoyens de fouiller les oies, allons corriger Paris. Une caricature encore de je sais pas qui. Ouais, c'est pas toujours lisible les noms des dessinateurs. Et là, donc, on a l'image de Versailles, des Versaillais. On dénonce aussi ce monde rural pour leur arriération. Il y a le curier, le notable et ses ennemis qui portent. Alors justement, il y a le drapeau tricolore. Et ce que précise justement ce conférencier, c'est que le drapeau tricolore, il a été employé autant, il a été pris par les communards et par les Versaillais. Mais pas employé pour les mêmes causes. Voilà, pas pour les mêmes causes. Et souvent, après les communards ont pris plutôt le drapeau rouge, insisté sur le drapeau rouge, mais on peut trouver des caricatures pro-communardes avec ce drapeau quand même tricolore, quoi. Il est quand même présent dans les deux camps. Alors, un qu'on retrouve aussi, c'est Jules Favre. Alors, Jules Favre qui était, je crois, aux affaires extérieures, qui est la deuxième personnalité qui va être caricaturée avec une image de la corruption, et là avec une dénonciation du Versailles clérical. C'est une caricature en noir et blanc, et donc avec l'alliance du pouvoir et de l'Église. Avec un évêque à côté, etc., les militaires. Oui, il y a tout le petit scénario habituel, quoi. Voilà, comme je crois que c'est celle d'après, où on va retrouver justement aussi des caricatures très violentes contre l'Église, avec des curés ou des moines lubriques, une dénonciation justement, c'est une femme qui est portée... Une femme qui a été abusée par le curé, et puis un gros bourgeois pourri, là, et qui est, semble-t-il, morte, voilà, qui a été tuée au cours de ces violences sexuelles, et puis qui transporte probablement pour la foutre dehors, et pour pouvoir, de galante façon, dont ces messieurs se débarrassaient d'une femme après boire. Voilà. Alors, il y en a des bouteilles qui traînent, et que c'est un lit. Oui, il y en a pas mal, et on voit le bourgeois en liquette, là, en chemise, et puis le curé qui partage, qui l'aide à porter le corps de cette femme nue. Voilà, c'est assez dégoûtant, si on peut dire. Après, il y a plusieurs caractères, c'est pareil sur le moine, donc le moine qui mange bien, qui picole, l'alcoolisme, qui vole dans les troncs, le curé affairiste qui discute avec une prostituée en disant que pour lui aussi, les affaires vont pas très bien. Ouais. Non, ça c'est assez... Mais bon, on pourrait presque dire que ça n'a pas beaucoup changé. Ouais. Il y a aussi une autre figure qui est attaquée, ce sont les grands généraux de l'Empire qui sont maintenant à Versailles. Donc par exemple comme Vinoy qui avait interdit la liberté de la presse, et on le voit en train de couper la tête de Vallès justement, et du fils du père Duchesne. Et donc ces généraux vont être attaqués aussi pour leur médiocrité, qui est justement voulu ou pas pour défendre Paris, quoi, le laisser faire par les Prussiens, quoi. Ouais, absolument. Oui. Alors, je veux dire, quand les Parisiens regardaient ces images, ça devait... Le brave général Vinoy, quand un journaliste l'embête, crac, il lui coupe la tête. C'est une chanson. Ouais. Donc voilà, on voit les deux petites têtes bien coupées. D'ailleurs, on voit, c'est un stylo, je crois qu'on voit un crayon, donc, qui est en bas, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, à côté de la main de Vinoy.
Mais voilà, on voit la tête de Jules Vallès, du père Duchesne, donc avec le cri du peuple, tous les deux guillotinés, quoi. Donc, non, il les a pas guillotinés. Non, pas guillotinés, mais la tête il y a coupée, un quoi. sabre qui dégouline de sang, là, voilà. Et celle la suivante, c'est Commune de Paris, et là c'est une attaque contre les propriétaires, voilà. Ouais. Parce que il y avait il y a eu des décrets sur les loyers, donc là on va dénoncer les riches, hein, les bourgeois, donc avec toujours ces mêmes représentations souvent traditionnelles. Bon là ils ont c'est par rapport au loyer, donc le propriétaire, en fait 95% des habitants à Paris sont des locataires, donc même certains bourgeois sont quand même non, des pas locataires. certains bourgeois, presque tous les bourgeois sont. Et donc il y avait eu ce décret de la commune sur les loyers qui avait exonéré une partie des habitants pendant les mois de siège, et en fait Thiers avait exigé le paiement des loyers après le siège de Paris, et c'était impossible pour les Parisiens de payer, bien sûr. Pour ceux des classes les plus défavorisées, évidemment, pour les richards, c'est pas un gros problème, mais pour les classes défavorisées, oui. Et les propriétaires sont représentés avec des grands nez. Des grands nez, des chapeaux de forme. Ouais. Et il y a aussi cette image qu'on va retrouver du Gavroche qui les regarde aussi, qui s'est mis aussi un grand nez pour se moquer d'eux, qui les regarde en rigolant, quoi. Et donc ça c'est voilà, mais né de messieurs les propriétaires devant le décret de la commune sur les loyers, quoi. Ouais. Oui, non, c'est parce que vous savez tout ce qu'a construit Haussmann, toutes les constructions d'Haussmann sur les grands axes parisiens, etc. Eh bien, c'était des logements locatifs, et il y avait les bourgeois qui occupaient les façades, et derrière il y avait des cours, des arrière-cours où il y avait les bâtiments pour les gens moins argentés, c'est-à-dire sans soleil, sans voilà, avec une façade pierre de taille et une cour plutôt en briques. Voilà, et puis sur la façade en pierre de taille, il y avait des étages privilégiés. C'était le deuxième où il y avait des grands balcons, vous verrez, ou le quatrième, des grands balcons pour qu'ils aillent se faire cuire leur gros cul sur l'été, voilà. Voilà. Et justement, alors. Daumier a fait des dessins par rapport à ce décret sur les loyers en avril 1871. On verra que Daumier, au moment de la commune, est moins présent, il est vieillissant, donc c'est pas lui qui va s'exprimer le plus, et lui, quand il fera des dessins, ne va pas reprendre ce que reprennent des gens comme Pilotel, André Gilles, cette Marianne habillée de rouge, voilà. Donc lui, il fait un dessin justement sur les loyers, où on voit des propriétaires, c'est dans le Charivari, il va faire un dessin qui s'appelle Question de loyer. Donc on va voir sur une page, il y a la page de droite qui nous attire en premier, qui va représenter une séance de tribunal, et là on voit un locataire qui ne sait plus à quel sein se vouer et qui essaye face au parti des propriétaires de faire valoir son droit. Et selon Dufort, Dufort, c'était celui qui justement avait décidé, c'est le ministre de la Justice qui avait demandé à faire payer les locataires, et donc selon Dufort, ce sont les propriétaires qui sont dans leurs droits, bien sûr, et qui ont la loi de leur côté. Et sur la page d'à côté, sur la page de gauche, le dessin reprend un mouvement un peu de perspective, et on voit des factures de loyer qui pleuvent sur les Parisiens. Voilà. Et là, donc ça, c'est le dessin qu'a fait Daumier sur ces loyers. Alors après, toujours dans cette conférence, c'est comment les communards se présentent dans ce qui va être plutôt en faveur de la commune. Donc une caricature là qui représente un lever de soleil qu'on peut imaginer se lever sur l'avenir, et sont devant ce soleil Jules Favre un peu en rouge, qui devient Marianne, non, c'est pas un peu ça, qui est habillé rouge, et Thiers qui est de dos, un petit bonhomme un peu tout rabougri. Avec une houppette à Tintin. Et là, donc, on va voir dans ces caricatures, cet ensemble de caricatures vraiment cette omniprésence du rouge. Donc, on voit aussi la colère du père Duchesne. Donc, je pense que c'est celle d'après. La colère du père Duchesne avec une chemise rouge, on voit la robe rouge, un pantalon rouge. Enfin voilà, ça sera après comment sont un peu représentés systématiquement ces Marianne avec ce symbole. Lui, il dit un symbole de la Révolution poussé jusqu'au bout. Mais il tient dans une main Napoléon III en abo, et dans l'autre Thiers.
Donc il y a une autre caricature qui s'appelle Plaignons, la grande colère du père Duchesne, Plaignons là. Donc là justement ce sont les Versaillais, les traîtres versaillais qui acceptent de l'argent des Prussiens au détriment de la France. Et voilà, donc on va retrouver aussi dans ces caricatures toutes ces imageries un peu de la révolution, puisque les communards, pour eux, la commune est une révolution. Donc on va retrouver ce qu'on peut trouver au moment de la Révolution française, les pavés, les barricades, les fusils, et cette commune qui se défend ou qui attaque, quoi. Donc il y a l'image du peuple. Alors le peuple n'est pas complètement défini socialement. Il est plutôt défini par son attribut de pantalon rouge, de ceinture rouge. On voit aussi la garde nationale. On voit un marin de la garde nationale, je crois, c'est devant un canon. On voit Gavroche. Et en fait, il y a peu de personnalités qui vont être mises en avant, parce qu'effectivement, un des principes des communards, c'est de ne pas être dans la personnalisation des individus, quoi. Oui, c'est tout à fait là. C'est un peu, si on peut se référer déjà à l'anarchie, c'est un petit peu ce qui va devenir une des constantes de l'anarchie, c'est-à-dire ni Dieu ni maître, voilà. Ouais, tout à fait. Il y en a une, alors c'est Courbet, là c'est bon, par contre Courbet est largement identifiable, donc Courbet c'est pareil, il y a une grande ceinture rouge, et en fait il fait tomber une colonne, donc c'est pas la colonne Vendôme, c'est plutôt ces colonnes comme les colonnes Maurice, et il a fait tomber, et ce qu'on peut voir c'est que la colonne est creusée, en fait comme si ça allait faire un cercueil qui va tomber sur le bourgeois, quoi. Sur un bourgeois qui se carapate avec son parapluie et son haut de forme. Voilà. Ouais. Non mais Courbet, moi j'adore cette caricature. Ouais. Il est vraiment bien foutu, là. Le mec il touche, celui qui a fait ça. Ouais. Surtout qu'il a une écharpe rouge avec une rosette derrière pour le fermer. Il est un petit peu comme dans les cheveux des jeunes filles de cette époque. Voilà, le citoyen Courbet, c'était dans Le Fils du père Duchesne, paraissant 2 fois par semaine. Ouais. Donc après Courbet, c'est pareil. Ce qu'on peut voir, c'est que cette commune de Paris, elle est montrée dans son ensemble. C'est-à-dire qu'à part le quartier de Montmartre avec les canons et le 18 mars qui peut être un peu mis en valeur de temps en temps, on ne va pas montrer de quartier particulier. Non. On va retrouver aussi une autre thématique, ça peut être la justice. Et ce que note Jean-Louis Robert aussi, c'est qu'on a peu de représentation du patron face aux travailleurs, en fait. Oui, c'est vrai qu'il passe un petit peu. Mais, oui, pourtant, Paris, c'était truffé de fabriques, de petites usines, etc. Mais c'est vrai que le grand capital n'est pas vraiment montré, à part quelques bourgeois propriétaires ou des choses comme ça, mais le monde ouvrier, en tant que tel, ses représentants et ses exploiteurs ne sont pas vraiment représentés. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'il note aussi, c'est que la commune, on n'a pas eu de caricature qui représentait tout ce que la commune a cherché à mettre en place et a mis en place en si peu de temps quand même, c'est-à-dire par exemple l'école publique, la réquisition des ateliers abandonnés, l'égalité des salaires, le travail des heures de nuit. Il y a eu beaucoup de décrets au niveau social, mais en fait on les retrouve pas, retrouve pas tout ça dans les dessins, quoi. Non, pas du tout. Oui, c'est comme s'il y avait dans ces dessins une espèce de pudeur, quelque chose, je ne sais pas. On est loin de l'engagement d'un daumier, qui lui a valu des mois de prison. Là, c'est plus timide, je dirais. Enfin, pas timide, mais il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Moi, je dois dire, j'en avais fait part à mes camarades, qui n'étaient pas d'accord du tout, mais bon, on n'est pas toujours d'accord sur tout, loin de là. Voilà, moi j'ai trouvé que les dessins de la commune, de cette époque de la commune, puisque pour la semaine sanglante, il n'y a rien pendant la commune, il y en aura après, mais pas pendant la commune. Et là, c'était un petit peu quand même juste, quoi. J'ai trouvé, mais bon, moi je suis une espèce de vieux con, mais bon, voilà. Ouais. Non, mais moi j'aime bien cette Marianne qui est là, qui est forte, qui est présente, qui peut être cuirassée. On sent qu'elle est stable. Enfin, il y a une force dans cette Marianne, moi que j'aime beaucoup. Et bon, j'aime aussi qu'on ridiculise des hommes comme Thiers, bien entendu, quoi. Et après, le problème de tout ce qui va être fait après, c'est que c'est toujours de la réinterprétation et c'est pas la même chose, quoi. Oui, c'est pas la même chose, mais je me souviens de cette expo qu'on a vue à l'hôtel de ville il y a quelques années là sur la commune. On était outrés d'ailleurs de voir ce qu'on a vu. Mais les photos, par contre,
les photos durant la Commune sont beaucoup plus parlantes, beaucoup plus intéressantes que les dessins qu'on en a fait. Parce qu'il y a quand même des instantanés photographiques sur la Commune. Ouais. Mais je pense que ce qu'il note aussi, c'est que ce qu'on peut faire après, c'est que finalement, avec tout ce qu'on a sur la Commune, en fait, on peut donner plein d'images différentes. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre avec des interprétations qui peuvent être presque antinomiques, quoi. Tout à fait. Mais là, le dernier dessin que tu m'as laissé regarder, c'est graphiquement, c'est pas mal d'ailleurs. Celui qui possède quand même, mais pas le patron, hein, c'est celui qui possède et celui qui n'a rien. Alors celui qui possède dit ça va mal, et celui qui n'a rien dit ça va bien. Voilà, pendant la Commune, celui qui possède, c'est une espèce de bonhomme tout maigre, un peu comme presque la mort, quoi, qui se carapate avec des sacs, on peut penser qu'il a son or dedans, et comment dirais-je, un espèce de cartable sous le bras, là, un chapeau de forme, tout en noir et rose. Enfin, c'est souvent les couleurs simples de la gravure d'Épinal, hein, tous ces dessins-là. Et puis celui qui n'a rien, c'est un grand bonhomme avec une pioche sur l'épaule et puis un baluchon. Il a des beaux mollets, il est costaud, quoi. Et là, c'est la Commune 1871 d'un côté et la Commune 1871 de l'autre, mais c'est pas tout à fait les mêmes personnages. Ouais, en fait, c'est ça, avec ce soleil, donc ce soleil qui se lève, et celui qui n'a rien, en fait, c'est une synthèse un peu quand même, là, pour le coup, de l'ouvrier avec ses outils de travail, ou son baluchon qui fait penser au cheminot qui allait d'un lieu à l'autre pour travailler, quoi. Donc, voilà. Ah, mais les ouvriers étaient un peu comme les cheminots, parce qu'ils se louaient à la journée, etc., etc. À Paris, il y avait des bourses du travail en plein air, si on peut dire, et il y avait, sur les chantiers, il y avait des files d'ouvriers qui venaient pour se faire embaucher, quoi, voilà. Il y avait souvent, comme je l'ai déjà dit, des provinciaux, il y avait beaucoup de limougeaux, parce que leur spécialité, c'était les plâtriers, etc., ils étaient dans le bâtiment, quoi, mais c'était, oui, ils se louaient de place en place. On était un petit peu comme au temps des cathédrales, où les maîtres compagnons, voilà, se louaient aussi de place en place. Quand il y avait un château qui allait se construire, ils se déplaçaient pour se louer, une cathédrale pareil, etc., etc. Voilà, c'était un mode de fonctionnement, voilà, s'ils voulaient bosser, il fallait qu'ils suivent le boulot. Ouais. Alors là, il y en a une, c'est pareil, qui était justement celle qu'on voit après, celle de Courbet. Donc c'est toujours cette Marianne qui a une couronne de briques, une couronne de briques, et ce drapeau immense, droit du peuple de Paris Commune, et qui a un drapeau rouge immense, et donc on voit un garde national qui se bat, et on voit devant je pense que c'est Thiers avec un casque de Prussien, justement, et derrière une armée avec des casques de Napoléon, quoi, des bicornes, des chapeaux Napoléon, voilà. Et l'idée, c'est je veux être libre, c'est mon droit et je me défends. Et là, c'est pas. Et là, ce qui se passe aussi, c'est que finalement ces caricatures sont aussi très parisiennes. On insiste sur cette Commune de Paris. Voilà, on sait qu'il y a eu des communes dans plusieurs villes de province, hein, mais elles ont tenu vraiment très peu de temps. Certaines ont tenu quelques jours, donc au mieux, certaines peut-être ont tenu, je crois, 2 ou 3 semaines. Donc effectivement, la Commune de Paris a été plus longue, et peut-être qu'il y avait plus d'effervescence effectivement dans la presse parisienne que provinciale. Oui, il y avait aussi plus de gens à Paris, plus d'habitants, et plus d'ouvriers probablement aussi, organisés déjà pas en syndicat, mais en compagnie et tout ça. Bon, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon ont eu aussi leur commune quand même. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'était pas uniquement un événement parisien. Oui, il y avait Limoges. Oui, il y avait quand même une dizaine de villes qui avaient. Pas Bordeaux. Hein. Bordeaux n'a pas eu de commune. Il n'y a pas eu de commune à Bordeaux. Non. Non, il n'y a pas eu de commune. À l'Épinardier, non. Il n'y a pas eu de commune à Bordeaux. Là, il y en a une. C'est pareil. Donc dans le dessin du face à face, hein, c'est l'actualité dans l'actualité. Il y a Paris. Donc Paris avec cette Marianne qui est drapée qui est drapée de rouge, une grande cape rouge, et puis qui rayonne. Et en face à face, il y a Versailles, donc avec Thiers en roi soleil. Voilà. Voilà, enfin bon, ça fait un peu curieux, mais. C'est en regardant un chien de faïence. Voilà, bah oui, il pouvait. Les
décolleté du Moyen-Âge l'ont arboré sur main beffroi, emblème éclatant du courage. Toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est long pli au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est long pli au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sous la commune il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. Ses longs plis au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Noble étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est long pli au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Voilà, c'était le drapeau rouge interprété par Francesca Solvi. Alors sur le petit blabla qu'on a fait précédemment, je voudrais quand même préciser que je mettrai un lien sur le petit fichier où il y a toutes les caricatures qui sont représentées, ce qui peut permettre de les regarder en suivant nos papotages, et c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir les dessins sous les yeux, quoi. Et vous êtes toujours, je vous le donne Émile, sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi, sans Courbet. L'émission à Racaille consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à la caricature communarde. Ouais, et on va revenir sur deux caricaturistes notoires, donc c'est André Gide et Pilotel. Donc on va commencer par parler d'André Gide. Là c'est pareil, je m'inspire du site commune1871.org qui est le site des amis, je crois, de la commune de Paris, et qui est vraiment très bien fait, quoi. Donc, qui était cet André Gide? Alors, de son vrai nom, Louis-Alexandre Gosset de Guinness. Bon, André Gide, c'est quand même plus simple. Donc, qui est cet André Gide? Il est né en 1840 à Paris, d'une couturière non mariée, est-il précisé, et d'un père qui est disparu très jeune. Donc, à la mort de sa mère, il est recueilli par son grand-père qui va s'occuper de lui, et il commence à faire des études. Il sera boursier, demi-boursier au collège Sainte-Barbe, puis il sera bachelier, puis il va faire plusieurs professions, mais qui seront toutes en lien avec le dessin. Il va être dessinateur sur étoffe, stagiaire dans un cabinet d'architecte et collaborateur du Mercure Galant et de la Revue pour tous. Donc il va choisir ce pseudonyme de Gilles en référence au peintre Gilles Watteau, voilà, il a à peine 20 ans à ce moment-là. Donc il passe quelques mois dans le 44e régiment de ligne, il fait son service militaire, et puis il va s'installer chez une tante apparemment attentive, tante Rosalie, rue de Tournon à Paris.
Et à ce moment-là, c'est un jeune homme qui a un physique plutôt sympathique, c'est déjà un dessinateur talentueux et qui peut vivre donc de ses crayons et de ses pinceaux. Il participe à des journaux et des revues satiriques, comme l'Éclipse, qui peut tirer jusqu'à 40 000 exemplaires, et il va rencontrer des personnalités qui vont lui proposer de travailler pour lui, donc il va les mettre après en dessin. Et donc dans l'environnement dans lequel André Gide puise ses inspirations, c'est d'abord ce gouvernement de Napoléon III et ensuite celui d'Adolphe Thiers. Donc effectivement, c'est des régimes où il y a beaucoup de choses à dire, comme on l'a évoqué précédemment. Et tandis qu'une infime partie de la population s'enrichit, effectivement, le petit peuple des artisans et des ouvriers est toujours dans la gêne et dans la misère. Et les plus gueux d'entre eux vivent dans la misère qui n'ouvre aucune perspective. Et la capitulation du gouvernement de Thiers, donc devant l'armée prussienne, va servir de catalyseur au désir de revanche de ces mécontents. Et donc là, on est dans la commune et Gide va pouvoir s'exprimer. Alors, au moment de la commune de Paris, en fait, André Gide habite rue d'Assas et il habite au-dessus du logement de son ami Jules Vallès. Et donc, c'est la période qui va être la plus intéressante de sa vie, où il y aura affaire aussi à la censure. Donc, il paraît qu'il a toujours un dessin de remplacement au cas où ses portraits charges ne plaisent pas et il faut trouver une solution de remplacement. Mais en fait, tous ces dessins lui valent quand même une célébrité incontestable. Donc il va rencontrer les gens les plus importants du moment et puis là il va peaufiner son approche critique et son art de la satire. Cet artiste donc s'identifie aux idées généreuses de la commune et il va trouver normal de prolonger son engagement et s'inscrit donc dans la garde nationale. Il sera aide-pharmacien de son bataillon et il va rester dans cette activité modeste jusqu'à ce que la commission fédérale des artistes de la commune le nomme administrateur du musée du Luxembourg. C'est le 15 mai 1871. En fait, quelques jours plus tard, c'est la fin de la commune et André Gide va échapper à cette répression sanglante, mais il va mal vivre cette fin de commune. Donc il va se cacher un petit peu avant de reprendre son activité. Et ces caricatures politiques vont perdre un petit peu de leur audience et il fera une Madame Anastasie, c'est une allégorie donc marquante de la censure et ça ce sera en 1874. Et on sait que la censure politique est un fait récurrent dans l'histoire de la presse, dans l'histoire de la presse. Donc cette censure fut une véritable obsession dans la vie professionnelle d'André Gide, non seulement sous l'Empire, parce qu'on peut préciser que l'Éclipse, ce journal, a été saisi 22 fois quand même par les sbires de Banaquet, mais aussi sous la République renaissante qui abandonne cette habitude en 1881. Alors pendant les dernières années de sa vie, il va fréquenter le cabaret des Assassins à Montmartre et là il va peindre l'enseigne et justement il y avait un client qui avait écrit sur un mur du bistrot là peint à Gide. Alors là elle à accent grave, peint P-E-N-T, A point et Gide. Et en fait, il a peint à partir de cette phrase un lapin qui s'échappe d'une casserole et ce cabaret est devenu le cabaret du lapin à Gide. Voilà, c'était une sorte qui existe toujours. Donc il a une fin de vie, donc on va revenir un peu plus longuement dessus, une fin de vie dramatique. En fait, il va sombrer dans le désespoir, puis dans la folie. Et Jules Vallès restera son ami tout au long de la vie. Il ira le chercher à Bruxelles où il est parti, où il séjourne à ce moment-là. Il va le ramener à Paris et André Gide va mourir dans un cabanon de Charenton au début de mai 1885 et être inhumé au Père-Lachaise. Alors justement, il y a tout un article aussi sur ce site sur ce qu'ils ont appelé la folie d'André Gide. Et cet article essaye de repenser comment André Gide a pu justement sombrer dans la folie, et comment a-t-il reçu ce coup de marteau, se demande parfois le monde en apprenant qu'il a perdu la raison, et en s'interrogeant là-dessus, on a retrouvé un texte d'André Gide qui raconte ce à quoi il a assisté un soir dans la rue Soufflot pendant la semaine sanglante. Alors voilà ce qu'il dit. La journée touchait à sa fin et je n'y tenais plus. Il y avait, mon cher, 36 heures que je vivais.
ou plutôt que je ne vivais pas, au fond des caves du théâtre de Cluny. Soudain, l'écho de 1000 voix joyeuses sonne à mes oreilles, et je me hisse sur un monceau de décor pour tâcher d'apercevoir à travers les barreaux d'un soupirail ce qui se passait au dehors. Ah, je n'oublierai jamais ça, ma cervelle se tourne en eau quand j'y pense et j'ai la tête en feu. Plus tard, je le peindrai peut-être, ce tableau. Figure-toi que sur le trottoir bordant le bâtiment où je m'étais réfugié, gisait étendue une vingtaine de fédérés criblés de balles. Autour de leur corps, la soldatesque de Mac-Mahon et de Gallifet s'amusait à ce jeu, laissait tomber, après avoir longuement visé, une baïonnette dans les yeux de ces communards déjà glacés et raidis. On n'y réussissait pas à chaque coup. Parfois l'acier frappant les os du crâne ricochait sur l'asphalte avec un son mat qui montrait au ventre et l'on raillait le maladroit en riant comme des bossus. Au contraire, lorsque bien dirigée la pointe de l'arme blanche s'enfonçait dans l'œil crevé d'un mort, tous les jouteurs complimentaient celui de leur camarade qui s'était signalé par cette prouesse et montrant la monnaie trouvée dans les poches du supplicié posthume étalée à côté de lui, gueulaient à bouche: que veux-tu ? Gagnant, toi tu vas nous payer la goutte, animal. Et ma foi, l'on allait boire en chœur chez le marchand de vin d'en face un petit verre de n'importe quoi, tandis que la tige de fer vibrait encore dans la prunelle du cadavre. Oui, mon ami, j'ai vu ça la semaine dernière. Voilà. Ernest Pichot, d'autres et d'autres encore le virent comme moi. J'ai vu le triomphe de l'ordre. Ouais, alors je sais pas, t'as quelques dessins là sous les yeux? Oui, j'ai quelques dessins et je veux dire que c'est vraiment une pointure pépère. Hein. Charles Dickens par André Gide, mais c'est non seulement un caricaturiste, mais c'est un grand dessinateur. Et puis alors, qui a une technique, je veux dire, assez magnifique. Voilà, comment dirais-je, ces dessins, ces caricatures sont travaillées comme on peut les travailler aujourd'hui dans certains magazines politiques. Ou, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas des cartoons, hein, pas du tout. Ce sont des dessins, plutôt des illustrations. Quand on met dans l'illustration une technique particulière, avec des volumes, avec des finesses, avec voilà, il y a un portrait de Louis Michel dans La Nouvelle Lune, c'est-à-dire que et là il y a une caricature de Louise Michel magnifique, enfin voilà, dans le genre de boulot, et ainsi de toutes les caricatures qu'il a pu faire. Et il y en a quand même un certain nombre. Il y a aussi un dessin sur Courbet. C'est Courbet qui fait son propre portrait. Géant. Alors, à côté de Courbet, il y a 2 chopes de bière, parce qu'il picolait pas mal, Courbet. Hein. Une immense palette, et il a la pose du peintre inspiré, voilà. Comme travail d'exécution graphique, quoi, voilà. Et c'est dans La Lune. Il a beaucoup de... du point de vue du dessin, c'est quand même une grosse pointure. Je suis assez stupéfait parce que j'étais resté sur cette page des dessins de la commune, là, dont on vous a parlé assez longuement tout à l'heure. Et voilà, j'étais un petit peu dépité, mais là, on retrouve, si vous voulez, le talent de le talent que pouvait avoir un Daumier, que pouvaient avoir des gens comme ça. Voilà, c'est vraiment ça, là. Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout. Mais tout ça, c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout. C'était un fameux capitaine qui tenait avant tout à sa peau. Un jour, il voit que son sabre le gêne. Aux ennemis, il en fait cadeau. Quel beau cadeau! Là, le cirque fiche ton camp qui s'en va sans guerre. Dans 2 temps et 3 mouvements, sans devant derrière. Là, le cirque fiche ton camp qui s'en va sans guerre. En 2 temps et 3 mouvements, badinguet fiche ton camp. Père la mère badingue, à dessous tout le paquet. Père la mère badingue et le petit badinguet. Comme diplomate, c'était un maître. Il en remontrait au plus malin. Mais il ne le faisait point paraître pour pas humilier ses voisins.
La politique c'est une roulette, rouler on ne sort jamais de là, jamais de là. Mais lui roulait sa cigarette, puisqu'il ne pouvait rouler que ça, rouler que ça. V'là le cirque Fiche-ton-camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. V'là le cirque Fiche-ton-camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, badingue et Fiche-ton-camp. Père la mère badingue, à dessous tout le paquet, père la mère badingue et le petit badingue. Il était d'une force incroyable, il inventa plus de 100 canons, 100 canons. Mais le bruit lui faisait une peur du diable, puis ça troublait ses digestions, digestions. Un jour pourtant, jour héroïque, il vit un pétard éclater, éclater. Mais il en eut une telle colique que tout le monde en fut ennuyé, ennuyé. V'là le cirque Fiche-ton-camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. V'là le cirque Fiche-ton-camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, badingue Fiche-ton-camp. Père la mère badingue, à dessous tout le paquet, père la mère badingue et le petit badingue. Enfin, pour finir la légende de ce monsieur qu'on croyait César, sous ce grand homme de contrebande, v'là qu'on ne trouve plus qu'un mouchard, qu'un mouchard. Chez ce bonhomme-là, tout était louche, et la morale de ce boniment, c'est qu'étant porté sur sa bouche, il devait finir par ses dents, par ses dents. Là, le cirque Fiche-ton-camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. Là, le cirque Fiche-ton-camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, badingue Fiche-ton-camp. Père la mère badingue, à dessous tout le paquet, père la mère badingue et le petit badingue. C'était le Sire de Fiche-ton-camp, Francesca Solville. Et on va donc continuer en parlant de Pilotel, un autre caricaturiste qui a bien travaillé, donc qui a beaucoup travaillé pendant cette époque de la Commune. Un grand aussi, hein, comme le précédent, c'est vraiment des grands dessinateurs. Voilà, donc c'est Georges Raoul Eugène Pilotel, né en 1845 à Poitiers. Donc il est issu d'une famille bourgeoise avec un père adjoint au maire et juge suppléant au tribunal de première instance, mais lui est très vite attiré par le dessin et va obtenir une bourse afin de venir étudier à Paris. On va l'accuser de paresse, donc il va être privé de cette aide financière et doit gagner sa vie, et donc il va faire des caricatures dans plusieurs journaux satiriques de l'opposition républicaine à Napoléon III, comme donc Paris Caprice, Le Bouffon, Le Hanneton, Le Charivari et La Rue de Jules Vallès. En 1871, il fonde son propre journal, La Caricature Politique, et le premier numéro paraît le 8 février 1871. Donc plusieurs numéros seront saisis et la publication est suspendue le 11 mars par le général Vinoy, dont on a justement parlé tout à l'heure dans les caricatures. Le dernier numéro est daté du 23 mars. Comme de nombreux artistes communards, en fait, il passe sous la commune de l'activité graphique à l'action politique. Et le 26 mars, Pilotel se nomme délégué en chef des Beaux-Arts et s'installe au musée du Luxembourg, prétextant avoir reçu le soutien des autorités communales. Mais Courbet ne l'entend pas ainsi et Pilotel doit renoncer début avril à ses titres, mais il est quand même nommé dans la foulée commissaire spécial de la commune, attaché au cabinet du délégué à l'intérieur. Après la chute de la commune, donc il va échapper à la semaine sanglante, et après la chute de la commune, il se réfugie à Genève, et là, il va fréquenter d'autres communards exilés, dont Maxime Vuillaume, avec qui il restera ami. Il fait expulser de Genève donc en 1873 et il se rend ensuite à Bruxelles, à La Haye, Rotterdam et à Londres.
Et justement, lui, à Londres, c'est là qu'il va rester jusqu'à sa mort. Et contrairement à d'autres artistes communards qui ont eu leur carrière brisée par l'exil ou la déportation, Pilotel, lui, va entamer une deuxième vie qui socialement, économiquement sera plus réussie, mais qui sera aussi beaucoup moins politique. Il sera beaucoup moins investi politiquement. Il va réaliser des portraits d'hommes célèbres. Il va fréquenter des gens huppés. Voilà, donc en fait, sa vie devient moins engagée, quoi. Alors, Pilotel va aussi avoir une correspondance avec l'Italien Enrico Malatesta, qu'il avait dû rencontrer à Londres. En 1910, Pilotel se retrouve à Paris, mais en fait c'est à Londres qu'il va rester. Et donc dans son œuvre, on peut voir vraiment deux périodes. Sa période de caricaturiste engagé, donc il est en France et pendant la Commune, et après une période anglaise où là il n'y a plus de caricature, où on reste effectivement avec des portraits beaucoup plus conventionnels d'hommes et de femmes célèbres, avec une facture beaucoup plus classique, quoi. Donc avec des dessins de mode, voilà, c'est pas très très intéressant. Donc Pilotel s'est adapté à cette société anglaise. Et d'ailleurs, ce qui peut nous faire penser aussi à James Tissot, qui a eu un peu un parcours similaire, quoi. Oui, c'est aussi comparable à Gilles, hein, du point de vue du talent, voilà. C'est vraiment autre chose que des caricaturistes, des cartoonistes, on dirait, qui avec quelques traits disent ce qu'ils ont à dire sur un personnage ou sur un sujet. Là, vraiment, c'est fouillé, c'est modelé, c'est ombré, c'est du vrai travail d'artiste. D'ailleurs, il a caricaturé évidemment Napoléon III en vautour. Vous voyez, c'est assez sanglant, je dois dire, hein, parce qu'il dépaisse une Marianne sur une branche. Voilà. Il fait pas vraiment dans la dentelle, le petit père. Il y a une caricature de bourgeois aussi. Alors, je sais pas si c'est un homme politique ou un bourgeois tout simplement, et à la place du pif, il a un phallus, quoi, le gland d'un phallus. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire comme travail sur les personnages pour accentuer leur caractère grotesque. Ouais, voilà, après, il est devenu beaucoup plus sage, on ne peut que le regretter. En même temps, voilà, c'est vrai que de vivre cette semaine sanglante et sauver sa peau, c'était peut-être... Oui, puis finir comme Gilles, c'est peut-être pas non plus le... c'est pas enviable non plus. Ouais, effectivement. Il vaut mieux finir en faisant des portraits de belles dames à Londres que dans les allées de Charenton. Voilà, avant de terminer un peu cette émission sur les caricatures, 2 mots sur la caricature anticommunarde. Donc cette satire, en fait, plutôt anticommunarde, arrive plutôt après l'écrasement de la commune de Paris. Et en fait, c'est plus un discours qui va être un discours de légitimation de la République royaliste qui va être en place en juillet 71, et ce regard en arrière qui va se vouloir satirique sur cet événement qui a déjà été réprimé donc par la police et l'armée. Et la plus grande partie des caricatures anticommunardes vont paraître en série sous des formes d'albums différents. Il y aura les Folies de la commune de Cham, l'agonie de la commune de Marcilly, les souvenirs de la commune de Chéret. Enfin voilà, il y a plein d'albums qui vont sortir comme ça. Et par exemple, il y a Marcia qui va faire il y a 2 caricatures. Il y en a une, c'est le départ de la commune, où on voit cette commune qui est mise en scène un peu comme une destinée mortifère. Donc elle est à cheval, et en fait elle est représentée comme un squelette qui est juché sur un espèce de canasson, et elle brandit à la main un drapeau rouge de sang. Dans l'autre, il y a une torche, et à l'arrière-plan on voit en fait un ciel avec des flammes qui embrassent Paris. Donc ça fait bien sûr penser aux pétroleuses, à tout ce que les communards ont fait en incendiant, comme si ça se réduisait effectivement aux incendies. Et en même temps, cette commune va être souvent diabolisée, fantasmée. Et Théophile Gautier a écrit un livre qui s'appelle Tableau de siège, donc qui vient d'être édité, on peut le trouver en librairie, donc qui va raconter un peu cette histoire des Parisiens. Mais l'extrait qui est donné là, en fait, donne quand même un aperçu assez marquant de ce que pense Théophile Gautier de la commune. Donc je vais vous lire, il y a quelques lignes. Il y a sous toutes les grandes villes des fosses aux lions, des cavernes fermées d'épais barreaux où l'on parque les bêtes puantes,
les bêtes venimeuses, toute perversité réfractaire que la civilisation n'a pu apprivoiser, ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse comme un feu d'artifice, ceux que le vol délecte, ceux pour qui l'attentat à la pudeur représente l'amour, tous les monstres du cœur, toutes les difformes de l'âme. Population immonde, inconnue au jour, et qui grouille sinistrement dans les profondeurs des ténèbres souterraines. Un jour, il advient ceci que le belluaire distrait oublie ses clés aux portes de la ménagerie, et les animaux féroces se répandent par la ville épouvantés avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la commune. Mais là, on retrouve bien justement après, de même qu'on avait parlé des écrivains rapidement, tout ce langage, tout ce bestiaire, mais vraiment avec qui font passer ces communards pour vraiment des animaux sauvages, quoi. C'est les femmes pour des pétroleuses, enfin c'est. L'insurgé, son vrai nom c'est l'homme qui n'est plus à la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, brillant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Il revendique la machine, il ne veut plus courber les chines sous la vapeur en action, puisque l'exploiteur à la rude fait instrument de servitude, un outil de la rédemption. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. Contre la classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin, tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire, tant qu'un travailleur aura faim. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente. Combien de milliards tous les ans? C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. C'était L'insurgé, interprété par Mouloudji. Vous êtes toujours, enfin on l'espère, hein, sur Radio Soupampe, ça nous permet de tenir le coup. La station des Rapins, 100 fois, sans loi et sans courbette, l'émission Racaille qui se termine avec, je vous le demande, le culturel et des films aussi que ma camarade a vu, le culturel, que ma camarade aussi a écouté. Ah, j'ai participé un petit peu. Ouais, voilà. Ouais. Le culturel, alors simplement je vais mettre un lien sur des conférences qui sont absolument passionnantes. Ce sont les conférences d'Henri Guillemin. Il y a 13 petites vidéos de 30 minutes environ chacune
qui sont justement, qui partent de la Révolution française et après qui parlent de la Commune. Et il est absolument passionnant. C'est voilà, c'est un historien, écrivain, historien, et il faut vraiment l'écouter et on est complètement absorbé par son discours. Alors c'est assez drôle parce que quand on le voit, c'est quelqu'un de très sérieux en costume sur une table avec un fond blanc. Et en fait, on l'écoute et voilà, c'est magique, quoi. Son approche historique est vraiment passionnante, quoi. Donc il y a ça. Et on peut aussi conseiller de relire peut-être L'Insurgé de Jules Vallès, puisqu'on a quand même évoqué Jules Vallès à plusieurs reprises, quoi. À défaut de relire L'Enfant et le Bachelier, au moins lire L'Insurgé, où il y a toute cette période de la Commune. Ouais, cette période de la Commune. Alors sinon, dans les films, effectivement, un doc que ma copine Clo-Clo m'avait conseillé, j'avais pas osé le regarder, mais bon, je m'y suis mis quand même, c'est passé sur Arte, et on peut le voir jusqu'au 16 avril 2023, donc c'est pas mal pour le voir par petits morceaux de 10 minutes peut-être. C'est Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant, voilà, c'est toute la persécution des Indiens, des enfants indiens au Canada, comment on a voulu les civiliser, comment ils ont été kidnappés de leur famille, comment ils ont été torturés, comment ils ont été abusés, et donc il y a des vieux Indiens qui racontent leur passé, et faut s'accrocher, quoi. Oui, encore un truc pas joli, voilà. Et ça s'est arrêté en quelle année, tout ça? Et je crois que l'Indian Act a pris fin en 1996, donc c'est quand même très récent. Et cette jeunesse indienne, en fait, est encore très mal, puisqu'ils se livrent à l'alcoolisme, à la drogue, ils portent quand même encore tout ce poids, tout le poids des générations précédentes, quoi. C'est une autre manière de les éliminer. Exactement. Voilà, on les met comme plus dans les Américains ont fait avec les Indiens d'Amérique. Voilà, on les met plus dans des pensionnats, mais effectivement, on les laisse. Avec les Inuits aussi. Ouais, non, c'est un génocide culturel. Voilà, ça a commencé il y a plus de 150 ans et c'est pas terminé. Et c'est difficile, hein, mais ils ont en plus, là, moi j'ai regardé les 30 premières minutes. C'est très touchant de voir ces gens qui racontent. Et il y en a un qui va être sauvé par une tante. Alors la tante a vécu des choses très dures aussi, mais elle a un charisme, quelque chose. Ça fait un bien fou, quoi. Voilà. Sinon, j'ai vu un film. Alors c'est pareil, c'est pas un film réjouissant. Hein, ça s'appelle Jusqu'à la garde. C'est un film de Xavier Legrand avec Léa Drucker et Denis Ménochet. Léa Drucker, je crois, a été césarisée pour ce film. Et c'est un film. C'est Jusqu'à la garde. C'est jusqu'à la garde d'enfants. C'est comment, dans un jugement, on va accepter que le papa prenne son enfant un week-end. Et c'est une bataille d'avocats. Et comment en fait l'enfant avait écrit une lettre en demandant justement à ne pas aller chez son père à cause des violences qui risquaient d'être subies et les violences qu'il a fait subir à sa femme. On va pas voir de scènes franchement violentes, mais ce film nous laisse pendant 1h30 en tension permanente. Il est magnifique, très bien joué, et on comprend complètement toute cette peur qu'il y a chez la mère, chez le fils, chez la fille, que ce père d'un coup puisse péter les plombs, et quand le fils part en garde chez son père, voilà, on est dans l'émotion complète, quoi. D'accord. Bon. Eh bien, bon courage les copines et les copains. Ma camarade, elle survit à tout ça, je sais pas comment elle fait. Bon, elle a du caractère, une certaine force. Mais entre-temps, j'ai vu une série, j'ai craqué justement de regarder le doc sur les Indiens. Et la série, c'est une série suédo-danoise qui s'appelle Bron ou The Bridge. Qui est assez ancienne, qui date, je crois, depuis 2011. Voilà, où c'est une inspectrice suédoise et un inspecteur danois qui ont des personnalités, bien sûr, complètement opposées, avec cette façon de filmer ces séries nordiques. Donc, c'est des plans magnifiques, avec des traits géométriques, des tons camailleux, des paysages loin, mais aussi cette froideur qu'on peut imaginer dans ces pays très, très rectilignes et en même temps sans émotion. Enfin, comme voilà. Chez Ikea, quoi. Pire. On n'a pas remonté les meubles, moi. Voilà, vous êtes au jus, les copines, les copains. Et vous écoutiez Radio Sous-Pente à la station des Rapins 100 x 100 rue Saint-Courbet, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet à racaille.fr. Et on va saluer nos potes, nos amanches, nos camarlus, Claude et André de la Nation, Karine de Montigny, Marie-Christine Béguet. Ah tiens, elle doit être dans les Cévennes à cette heure. Elle devait y aller, on est le combien? Moi, elle nous aurait prévenu, je pense. Ouais, elle nous aurait prévenu. Bon, peut-être elle a peut-être un peu la tête en l'air, hein. Marie-Christine. Claude et William, nos potes de Brest.
Printemps arrive, les copains, le dégel et tout ça, il va y avoir du soleil et vous allez pouvoir sécher un peu. Bon, j'espère que vous allez bien. On n'a pas de nouvelles de vous. On espère que tout va bien. Oui, on espère que tout va bien. Jean-Paul Souvaz, notre peintre préféré de Schnorr de Coup de Kerbrand dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, une copine avec piqué. Jean Peduzzi, qui nous envoie une diamante, mais j'ai pas pu l'ouvrir, celle qu'il a envoyée. C'est une chanson, ça serait peut-être intéressant, tu dois l'ouvrir, toi. Tu l'as pas reçue? Si, mais j'ai pas le temps de le regarder encore. Ah bon. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, une petite bande de potes, là. Il y en a 3 qui sont des artistes, et puis Joël, lui, il est plutôt un vagabond. Joël, qui on appelle l'Arlésienne du Caire, parce qu'il est souvent au Caire, mais il se balade aussi en Afrique du Nord, dans des lieux pas très paisibles, mais apparemment il affectionne. Voilà. Juliette Planck, une graveuse qu'on adore et qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Volveuil de la gravure, entre Montreuil et Vincennes. Agnès Dubert, une graveuse que nous avons rencontrée à Lille, où elle avait son petit atelier. Et puis elle est partie dans le sud, en Ariège. Et puis là, elle est remontée, elle devrait être remontée théoriquement en Bretagne Sud. Une graveuse quand même, quelqu'un, c'est une personnalité. Thierry Morciot, un graveur belge qui habite à Bruxelles, hein, dont on adore le travail. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 nanas de peintre, elles sont veuves les pauvres. Ben, enfin bon, elles s'occupent utilement en faisant vivre la mémoire de leur Jules. Liliane et Laurence, 2 écrivaines qui signent sous le pseudo de Claude Isner, des polars. Salut Lolo. Salut Lolo et Lily. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, elle va bien, d'après ma camarade qui lui a la jointe au téléphone. Michel Pelbouil, un artiste peintre, hein, vraiment pas un glandeur, hein, voilà, qui était mon voisin du dessus quand j'étais en dessous. Bon. Il est plus au-dessus, moi je suis plus en dessous, alors bon. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants qui militent. Cécile, tu la sens ma 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent toujours, ta 5e puissance est haute, mais elle est haute, et la rousse flamboyante, tiens, il m'a écrit, qui m'a demandé, j'ai rien compris à ça, il y avait 2 lignes, heureusement, parce que elle voulait savoir ce que j'avais foutu rue Mercœur, quoi. Alors je me suis complètement gouré dans ma réponse. Je pensais à la rue de la Bourdonnais et j'ai dit mes souvenirs de la rue de la Bourdonnais ou des Bourdonnais ou je sais plus alors de Mercure, bref, en passant. La rue de la Roquette et tout, la prison, machin, voilà. José Arthur du Mélange alors la Rousse Flamboyante, elle anime 2 émissions sur une radio Omni, dont on ne parlera pas. José Arthur du Mélange, même punition, même motif. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre émérite, dont nous avons découvert l'œuvre chez Florence Quenu, à la librairie L'Empreinte, bon, la Marlotte. Colette et Alain, 2 mécènes, alors là, des anges, hein. Voilà, mais comme tous les anges, eh ben, écoutez, il y a l'ange du bien, l'ange du mal, et ben il y a l'ange du mal qui leur veut du mal, voilà, mais ils s'en sortiront parce que c'est des costauds, puis c'est un couple uni qui s'aime et tout. Bon, Alice Alice Amoroso, qui est une jeune, très très jeune graveuse, mais alors un talent d'enfer. Dominique Paul Alardouin, notre galériste aimé, qui hélas l'a glissé et qui nous laisse dans la gorge sèche, quoi. On peut dire ça comme ça. C'était une maman italienne, pas italienne, mais elle avait cette chaleur du Sud. Voilà, Marie-Pierre, ma docteure qui est mécène aussi, qui a un peu aussi une maman italienne, mais elle y a un peu plus de raison parce que sa maman était italienne. Voilà. Marie Degnaud, qui est une galériste itinérante, qui a la chaleur de Dominique Paul Alardouin, mais elle n'en a pas l'ampleur. Voilà.
Antoine Manoury, un auditeur fidèle qui de temps en temps nous fait des signes. Voilà. Ouais, qui fait de la musique avec les champignons. Fait de la musique avec les champignons, là, j'avais jamais connu un truc. J'ai connu beaucoup de musiciens qui faisaient de la musique avec beaucoup de choses. Non, c'est le nom de son groupe, The Champignons. Ah, voilà, The Champignons. Voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracle.fr et on va se poser musicalement avec Faut vivre, notre très cher camarade Mélismel. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous. Malgré l'écran suet une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.